Catholique, je l'ai longtemps été. Modérément pratiquante, mais très investie émotionnellement dans ma foi. Et à 16 ans, j'ai commencé à comprendre que l'Église n'avait aucune réponse à donner à beaucoup de questions que je me posais, et surtout qui devenaient progressivement centrales pour moi. Pour le dire vite, le respect et la dignité égale de toutes et tous, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur race, leur classe. L'Église et moi, on n'était plus d'accord sur les solutions. J'ai arrêté de croire en Dieu. J'ai commencé à croire en la sociologie, et peu de temps après, la manif pour tous est descendue dans la rue. Et autour de moi, les catholiques non-hétéros ont tous et toutes coupé les ponts avec l'Église catholique, mais pas forcément avec leur foi. Et moi, j'étais en colère. J'étais en colère de voir que le Vatican envahissait un débat démocratique qui ne le concernait pas. En colère de voir qu'une bataille politique se jouait autour d'une supposée théorie du genre, une soi-disant idéologie fabriquée par les sciences humaines pour détruire l'humain, justement. L'Église et moi, on n'était même plus d'accord sur les termes du débat. Avec cet épisode, j'ai envie de revenir en arrière, au moment du débat sur le mariage pour tous, pour redéfinir les termes du débat justement, et pour dessiner les contours de la bataille autour de cette fameuse théorie du genre. Et on va le faire avec le politiste Massimo Prearo. Il est chercheur à l'Université de Vérone et spécialiste des mouvements politiques LGBT en France et en Italie. En 2017, il a sorti avec Sara Garbagnoli un livre intitulé « La croisade anti-genre, du Vatican à la manif pour tous ». Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord comprendre d'où vient ce mot, genre. Qui l'utilise, pour parler de quoi, et surtout pourquoi ce n'est pas la même chose que le sexe. La différence de base qu'on a établie au cours du XXe siècle entre sexe et genre, elle vient du fait qu'on a toujours parlé de sexe comme quelque chose d'évident, quelque chose qu'on observe à la naissance, et donc on peut dire aussi quelque chose qu'on assigne à la naissance. Et donc on dit cet enfant, c'est une fille, cet enfant, c'est un garçon, et voilà. Et donc on assigne des choses qu'on observe sur le corps. Donc les parties génitales, ou même à l'intérieur du corps, les chromosomes et tout ça. C'est une déduction qu'on fait à partir d'une observation quand un enfant naît. Donc on peut dire que c'est quelque chose de donné, de lié au corps, de biologique, de physiologique. D'autres diront aussi de naturel. Donc ça, c'est, on va dire, l'observation de base. Mais après, au cours de recherche, de réflexion en sexologie, par les femmes, par les groupes minoritaires, etc., on a commencé à observer qu'en fait, il n'y avait pas quelque chose seulement de lié au corps, mais il y avait aussi des rôles, des représentations, des normes, des valeurs qu'on attribuait à ces sexes. Et donc, par exemple, quand on parle du rôle de mère ou de femme, pour les femmes, on peut dire que c'est lié au sexe, c'est lié au fait que cette personne est une femme, mais ce n'est pas automatiquement quelque chose qui est impliqué dans le fait d'être une femme. Mais c'est quelque chose qui relève du social, quelque chose qui relève des normes sociales, des attentes sociales, de ce qu'on attend d'une personne. Donc on attend d'une femme qu'elle soit mère, qu'elle soit épouse, et peut-être aussi une bonne mère et une bonne épouse. Donc là, voilà, il y a des jugements de valeur autour de ça. Et donc, autour de ces réflexions, on a commencé à distinguer entre ce qui relève du corps, du donné biologique, le sexe, et ce qui relève d'une construction sociale, de quelque chose de social, qu'on a appelé donc le genre, et qui renvoie donc au genre masculin, au genre féminin. Une première définition du genre, c'est d'englober toutes les normes sociales associées à un sexe, ce qu'on appelle parfois les rôles de genre. Mais ce n'est pas la seule définition du genre, il y a aussi l'identité de genre. On s'est aussi aperçu que ces deux choses peuvent ne pas être liées. Donc, par exemple, on a parlé d'identité de genre pour parler des personnes trans, et les personnes trans elles-mêmes ont parlé d'identité de genre pour parler du sentiment d'un vécu de genre masculin, féminin, entre le masculin et le féminin, ou au-delà du masculin et du féminin. Et donc, en disant, oui, il y a un sexe, mais ce sexe ne détermine pas ce que je vis, moi, en tant que
homme, qui me sens dans le masculin et le féminin d'une façon particulière, qui est quelque chose d'un sentiment intime, personnel, et qui donc n'est pas automatiquement, mécaniquement une conséquence de mon sexe. Donc quand on parle du genre, on parle à la fois des normes sociales, donc être mère, être père, les hommes n'expriment pas leurs sentiments, etc. Mais on parle aussi d'un vécu personnel, de quelque chose qui se construit au cours de la vie et qui définit un sujet et qui fait que le sujet se définit soi-même par rapport à son genre, indépendamment du sexe. Ce n'est pas parce que je suis de sexe féminin que je me sens une femme. Alors moi, en l'occurrence, je suis de sexe féminin et je me sens femme. On dit donc que je suis cisgenre, par opposition avec le terme transgenre, qui désigne les personnes dont l'identité de genre est différente de leur sexe assigné à la naissance. Et puisqu'on en est là, on va en profiter pour rappeler que sexe et genre, cela n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Donc l'orientation sexuelle définit ce que l'attraction que je peux avoir pour une autre personne, indépendamment du genre. Donc si je suis un homme, je peux avoir une attraction pour un homme, pour une femme, pour les hommes, pour les femmes, pour des gens qui expriment des genres différents. L'identité de genre relève du vécu personnel par rapport, on va dire, dans l'échelle du masculin et du féminin. L'orientation sexuelle définit l'attraction affective, sexuelle vers une autre personne. Donc ce sont deux choses différentes. Et pour finir le tableau, on peut rajouter un dernier paramètre, l'expression de genre. C'est toujours lié à ce que je disais du vécu personnel. Donc c'est ce que je ressens, ce que j'ai envie de vivre et donc aussi ce que j'ai envie d'exprimer dans l'environnement social. Et donc c'est la façon dont j'exprime à l'extérieur mon genre, ce que je ressens être mon genre, donc la façon dont je m'habille, donc la façon dont je me coiffe, je me maquille éventuellement si j'ai envie de me maquiller, indépendamment du fait que je sois homme ou femme. Et donc l'expression de genre relève de ce que en tant que sujet, je veux montrer aux autres de ce que je suis. Moi, je suis donc une femme cisgenre, c'est-à-dire de sexe féminin et de genre féminin. Mon orientation sexuelle est lesbienne et mon expression de genre est plutôt féminine. Ceci est une expérience à reproduire chez vous. Définissez-vous sur ces 4 paramètres. Sexe, identité de genre, orientation sexuelle et expression de genre. Et chaque paramètre, ce n'est pas un bouton on, off, masculin ou féminin. C'est un curseur sur un éventail de possibilités qui sont situées entre ces deux pôles. Et ces paramètres, comme je dis, ce sont des outils pour penser le monde social, que des universitaires, des sociologues, des philosophes ont construit au XXe siècle. Et à un moment donné, l'outil genre, il va passer dans la sphère politique et médiatique. Ce qui s'est passé, c'est que entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ce concept de genre a été utilisé et entré dans le vocabulaire politique et dans le vocabulaire institutionnel pour justifier, comme un argument, pour justifier des programmes, des lois, des objectifs de politique de genre qui pouvaient être la parité, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences de genre, etc. En même temps que cette notion entrait dans le vocabulaire institutionnel, il y a eu un certain nombre de transformations dans le droit. Et certaines, on le voit par exemple en 97, le traité d'Amsterdam de l'Union européenne reçoit la notion d'orientation sexuelle comme motif légitime de discrimination, à côté de la race, du sexe, etc. En 99, il y a l'adoption du Pacs en France. C'est la même année où on commence à avoir des lois qui reconnaissent l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il y a la loi en France, la loi sur la parité. En 2004, la loi contre l'homophobie, par exemple. Donc il y a ces transformations dans le champ du droit que ceux qui s'y opposent voient comme une conséquence de cette réception du concept de genre. Et donc ils disent, en fait, les lois sur la parité, la loi contre l'homophobie, la loi qui reconnaît les couples homosexuels, le mariage pour tous, etc., sont tous des conséquences de cette idée que le genre serait différent du sexe. Que être homme ou être femme n'est pas une condition naturelle, mais c'est une condition sociale. Et du fait
que c'est une condition sociale, en fait, on peut légiférer, on peut choisir, on peut faire des choix. Et donc, par exemple, 2 personnes de même sexe peuvent se marier parce que le mariage n'est pas fondé sur un état naturel et sur la différence entre hommes et femmes. Donc, c'est dans ce contexte, que les opposants à ces transformations, donc les opposants au mariage pour tous, les opposants aux lois contre les discriminations, contre l'homophobie, etc., ont commencé à trouver un argument dans cette idée de la réception du genre et qui ont défini comme des expressions, des symptômes, des conséquences de ce qu'ils appelaient d'abord l'idéologie du genre et ensuite la théorie du genre. Cette idée que sexe et genre, c'est pas la même chose. Les termes d'idéologie du genre, de théorie du genre, ce ne sont pas des termes neutres. Quand on parlait des paramètres tout à l'heure, je n'ai jamais dit que l'on pouvait choisir de se situer dessus selon nos envies ou nos lubies du moment. Alors qu'en fait, l'idée dans la théorie du genre, et je mets plein de guillemets, c'est bien ça. C'est l'idée selon laquelle le genre et la sexualité, ce seraient des choix individuels. Donc la théorie du genre, l'idéologie du genre, naît comme argument pour définir quelque chose qui est très varié, qui renvoie à des situations différentes, qui renvoie à des lois différentes, mais qui permet de faire une synthèse et de dire voilà, tout ça, tout ce qu'on voit, et qui en fait va dans le sens d'une intervention de l'être humain sur sa propre condition, et qui n'est plus attaché à l'idée qu'il y a une nature intouchable et qui détermine la société. Tout ça, c'est une idéologie qui vient de ce concept-là, qui vient du fait qu'on a donné crédit à ce concept féministe, et donc idéologique parce que très politisé, parce que ça touche aux politiques. Et donc voilà, c'est un argument, en fait, la théorie du genre, qui permet de mettre tout ça ensemble, de faire une synthèse, et aussi de dire c'est contre ça qu'on lutte. Non mais en fait, c'est que des mots. Quand je dis théorie du genre, tu vois bien ce que je veux dire. Pourquoi cette phrase autant alors qu'on parle de la même chose ? Déjà, on peut répondre qu'en utilisant l'expression « la théorie du genre », on prend avec cette expression toute la vision qu'il y a derrière. Donc, les chercheurs qui travaillent dans les études de genre n'utilisent pas le concept, l'expression « la théorie du genre », parce qu'il n'y a pas une théorie. Il y a différents usages du concept de genre en fonction des disciplines, des épistémologies, des théories, des modèles théoriques, etc. Donc, lorsque l'on dit la théorie du genre, on est en train d'adopter la façon dont l'Église catholique définit le concept de genre, les études de genre, pour les contester. Et donc, il n'est pas possible de parler de théorie du genre en se émancipant de la vision que ceux qui ont créé cette expression, donc en particulier l'Église catholique et le Vatican, y ont mis dedans. On va revenir très vite au Vatican, mais avant, un grand classique des plateaux médias. Non mais la théorie du genre, ça existe ou pas, du coup ? Mais en fait, là aussi, une partie du débat autour de ces questions a tourné autour de cette question. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre la théorie du genre ? Est-ce que la théorie du genre existe ou est-ce qu'elle n'existe pas ? Et en fait, c'est une fausse question parce que la théorie du genre, c'est une vision du monde, c'est une définition que l'Église catholique a donnée aux études de genre pour nommer quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus varié, beaucoup plus pluriel que ce que l'expression « la théorie du genre » dit. Donc on ne peut pas dire « la théorie du genre existe » ou « la théorie du genre n'existe pas ». On peut dire « la théorie du genre », c'est l'expression que le Vatican et les opposants au concept de genre, aux études de genre, au mariage pour tous, etc., utilisent pour définir quelque chose qu'ils contestent. Donc la théorie du genre, c'est ça. En fait, c'est 2 camps différents. Donc, on ne peut pas être pour ou contre. On peut dire ce qu'on dit quand on dit la théorie du genre et ce qu'on dit quand on dit le concept de genre, les études de genre. On parle de 2 choses différentes et surtout, on renvoie à 2 camps politiques opposés. C'est un combat politique. Après, du côté des opposants
à la théorie dite théorie du genre, on trouve ce langage guerrier. Donc c'est une guerre pour défendre l'être humain, pour défendre l'humanité, pour défendre la famille, pour défendre les enfants. Et oui, et c'est bien pour ça qu'on a appelé notre livre, on a donné pour titre de notre livre La croisade anti-genre, parce que c'est dans cet esprit de guerre contre quelque chose qui détruit l'être humain, détruit la famille, détruit les enfants, que ces opposants se mobilisent et descendent dans la rue comme s'ils étaient en train de mener une guerre. Et comme si ils étaient en train de se défendre d'une guerre menée par des féministes, par des chercheurs, par des politiques, par la gauche, par plusieurs sujets. Donc oui, elle est pensée. Ce n'est pas une guerre, c'est un combat politique, si on veut avoir un regard extérieur, mais elle est pensée comme une guerre. S'il y a 2 camps politiques, il y a donc 2 visions du monde. On a déjà décrit la première, le social prédomine sur la nature. Maintenant, regardons la seconde, le social est déterminé par la nature. Et c'est la vision d'une partie du monde catholique français. On le voit par exemple avec la manif qu'il y a eu dimanche contre le projet de loi d'ouverture de la PMA. L'argument des personnes qui défilaient dans la rue était cette loi est contre nature. Donc on est en train de faire quelque chose que la nature ne permet pas et donc on ne devrait pas aller dans ce sens parce qu'on risque de détruire l'idée même de nature, l'idée même d'être humain, l'identité humaine, l'anthropologie humaine, toutes ces expressions pour dire il y a une nature qu'on ne peut pas toucher. La nature nous a fait hommes et femmes. Les hommes et les femmes sont faits pour être complémentaires, différents et complémentaires. Et donc, c'est un fait intouchable, inviolable, sur lequel on ne devrait pas intervenir par la loi. Quand on dit différents et complémentaires, c'est en parlant des hommes et des femmes. Et c'est ça le point important à la base de la pensée religieuse. En particulier, dans le travail de recherche qu'on a fait, on a montré comment l'Église catholique a travaillé sur cet argument de la différence et de la complémentarité pour justifier comment les choses devraient être et quelles normes on devrait suivre, qui sont les normes justement de la nature. Et dans le cadre religieux, quand on dit normes de la nature, on dit la nature créée par Dieu. Donc dans ce sens-là, elle est intouchable. Intouchable, et donc tout ce qui va à l'encontre de ça, la transidentité, la PMA pour les femmes lesbiennes, le mariage non hétéro, c'est, blague à part, contre nature. Ce qu'on voit dans les arguments qui sont portés par les contestataires du genre et de tous ceux qu'ils appellent la théorie du genre, c'est toujours cette idée que ce qui est en train de se passer, c'est une destruction de la nature humaine. Et donc, par exemple, il y a cette idée de transhumain, de post-humain, de destruction de l'identité humaine. Parce que le problème de fond est toujours celui-là, il y a une nature qu'on est en train sur laquelle on est en train d'intervenir, qu'on est en train de modifier. Et donc, le résultat sera une société d'individus qui ne sont plus des êtres humains, parce que leur nature ne correspond plus à cette nature humaine qu'on a reçue en héritage de l'histoire, de Dieu, peu importe d'où ça vient, mais elle est là, elle est intouchable. Donc quand on parle de transhumain, de danger d'une société de transhumains, d'une société d'hybrides, d'une société d'androgynes qui n'ont plus de sexe identifié, c'est cette peur que ce qu'on est en train de faire est en train de modifier la nature humaine. Maintenant qu'on a le fond de la pensée derrière le terme de théorie du genre, comment et quand ce terme a-t-il été inventé ? En fait, l'expression théorie du genre qui a été utilisée qui a été créée en fait, qui a été inventée par les milieux du savoir catholique, le Vatican, mais pas seulement le Vatican, aussi les associations, les groupes, les experts, les théologiens, les activistes catholiques, etc. Donc c'est une expression qui émerge d'une réflexion à laquelle ont participé différents acteurs, dont le Vatican est un et le plus, on va dire, le plus puissant, mais ce n'est pas le seul. Et c'est dans cette idée du Vatican pour trouver
de l'Église et des catholiques en général, pour trouver les arguments qui fonctionnent dans le débat public actuel, qu'a émergé l'idée de théorie du genre. C'est une réflexion qui tente de relire le monde actuel à travers un filtre catholique, un filtre religieux, et qui est un processus au cours duquel, en fait, on voit disparaître l'argument religieux et on voit apparaître, on voit émerger, on voit un usage beaucoup plus important de l'argument scientifique, on pourrait dire pseudo-scientifique, parce que l'argument scientifique, par exemple, autour de la nature des sexes, n'est pas celui que défend l'Église, c'est une certaine version de la science qui est là, justement, pour remplacer l'argument religieux. C'est un travail qu'a fait l'Église autour des années, dans les dernières années, et en particulier autour des années 90 et 2000, duquel a émergé l'idée d'une théorie du genre, de quelque chose qui est dans le champ du savoir et contre lequel l'Église se mobilise. Ce travail, c'est dans un premier temps une redéfinition de la place de l'humain dans la religion. C'est en fait un travail théologique, d'interprétation et de construction d'un discours sur l'être humain dans ce rapport à Dieu. Et donc, par exemple, dans ce travail, ce sont les encycliques des papes qui écrivent des textes pour donner une interprétation et dire qu'est-ce que c'est qu'être homme, qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'est-ce que c'est que le rapport entre les hommes et les femmes, et comment ce rapport s'inscrit dans le rapport à Dieu. Donc c'est ça la théologie, c'est de réfléchir, de donner une interprétation. Cette interprétation, même si elle a un caractère éternel et historique, en réalité elle est historique, elle change au cours de l'histoire, et donc par exemple c'est intéressant de voir que en suivant le développement de la société, et donc le fait qu'aujourd'hui, on ne trouve plus acceptable de dire que les femmes sont inférieures aux hommes et que leur place n'est pas égale à celle des hommes, l'Église a changé de discours. Donc jusqu'à encore au XXe siècle, on pouvait trouver dans le discours officiel de l'Église, dans le discours théologique, l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes, elles sont subordonnées, que leur rôle est secondaire par rapport à celui des hommes, et l'idée que les femmes, elles sont faites pour être aux côtés des hommes en tant qu'épouses et à disposition des hommes, de Dieu, de l'être humain, en tant que mère pour procréer. Mais ce discours a un peu changé. Donc plus récemment, on a vu émerger un discours un peu différent qui a accepté le fait qu'en fait, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire que les femmes, elles sont subordonnées. Et donc, on a commencé à aller dans un discours qui dit, en fait, les femmes et les hommes, elles ont la même dignité, elles sont égales, mais en même temps, elles sont différents. Et ils ont un rôle différent à jouer. Mais ce rôle, ça ne veut pas dire qu'un est inférieur à l'autre, mais c'est un rôle différent qui reste quand même complémentaire. Et cette complémentarité, le fait que les hommes et les femmes, ils sont faits pour être ensemble et pour faire quelque chose ensemble, notamment la famille, donc se marier et faire des enfants, ça n'a pas changé. Ça reste un noyau théologique dur, parce que c'est quelque chose qui a été créé par Dieu, voulu par Dieu, et qu'on ne peut pas changer. Pour l'Église catholique, on est soit homme, soit femme, de nature différente et complémentaire, et on est destiné au couple hétéro. Dieu nous a créés hommes et femmes, et en tant qu'hommes et femmes, il nous a créés pour nous marier et faire des enfants. Et ça, c'est la condition, l'idée anthropologique de base, et ça ne pourra pas changer. D'ailleurs, c'est intéressant de souligner que dans ce cadre de pensée religieux, le mariage n'est pas une institution humaine. C'est une institution divine, et c'est pour cette raison qu'elle est intouchable. Et là, vous vous dites... Non mais pourquoi est-ce qu'on parle de théologie ?
Moi, j'ai entendu personne sur un plateau télé utiliser Dieu ou des principes religieux pour argumenter contre le mariage pour tous, la PMA ou l'égalité homme-femme. Eh ben, c'est normal. En fait, il faut distinguer deux ordres de discours. Parce que si l'on voit les textes officiels de l'Église catholique et du Vatican, des papes en particulier, là, on se rend compte que Dieu est présent. Donc l'argument religieux, évidemment, est présent. Si par contre, on s'intéresse aux discours qui ont été utilisés pour la mobilisation, pour entrer dans le débat public et pour contester certaines lois et certaines normes et certaines transformations, alors là, on voit que l'argument religieux, le sujet Dieu, n'est plus présent. Et là, c'est la nature qui remplace. Donc c'est et avec cette idée, ce qu'on dit, ça vaut pour tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'être des croyants, d'être des chrétiens, d'être catholiques, pour voir que ce dont on parle, c'est de la nature. Après, nous, on l'appelle aussi une nature donnée, créée par Dieu, mais en enlevant cet aspect, on parle quand même de nature. Donc, dans les textes officiels des papes et du Vatican, il y a la religion, évidemment, puisque c'est une institution religieuse. Mais après, dans le discours de mobilisation, dans le discours de la rue, dans le discours institutionnel, de lutte à l'intérieur des institutions, l'argument qui est utilisé est celui de la nature, de la biologie, de l'anthropologie, de la science, bien sûr, parce que c'est l'argument qui fonctionne. On est dans des sociétés aujourd'hui où l'argument religieux n'est plus accepté dans le débat public. On ne fait pas des lois en faisant référence à Dieu. Et c'est pour cela que ces dernières années, il y avait peu d'hommes d'église dans les médias. Et les laïcs parlent de laïcs. Mais ce n'est pas un travail qui a été fait que par le Vatican. Les laïcs, donc les catholiques qui ne sont pas ordonnés à l'intérieur de l'Église, ont eu un rôle énorme. Et surtout, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est un processus par lequel les laïcs prennent de plus en plus en charge le discours religieux. Et donc, c'est une mobilisation catholique, mais c'est une mobilisation qui est portée pour des laïcs. Donc, ce qu'on voit dans la place, à la différence de ce qu'on voyait il y a quelques années, c'est moins de prêtres, moins d'évêques et beaucoup plus de groupes, d'associations, de mouvements, de laïcs qui ont pris en charge ces discours, aussi parce que ce n'est pas un discours religieux. Et donc, c'est un discours sécularisé, on pourrait dire, qui n'a plus le filtre de la religion, mais qui entre dans le débat public et qui utilise les arguments du débat public, les arguments scientifiques, les arguments politiques, les arguments historiques, mais pas les arguments religieux. Et donc aujourd'hui, cette mobilisation, elle est sans doute une mobilisation qui a un cadrage religieux, qui a une racine catholique, mais c'est une mobilisation portée par des laïcs. Alors, pourquoi cette disparition des arguments religieux ? Donc, on peut donner des lectures différentes. On pourrait dire, par exemple, que au cours de cette mobilisation, le Vatican a réussi à réintroduire une parole religieuse déguisée sur des arguments sécularisés, donc des arguments acceptables pour le débat public actuel, justement parce qu'ils avaient été, entre guillemets, expulsés du débat public. Donc, si l'argument religieux n'était plus accepté dans l'écriture des normes et des lois, là, avec cette mobilisation, on a pu réintroduire un argument religieux dans le débat, par exemple, sur la PMA. Une mobilisation qui a permis la réintroduction d'un discours religieux qui ne dit pas son nom. Ce qu'on peut dire alors, c'est que les mouvements féministes et LGBT ont accentué une scission au sein de l'Église entre des progressistes et des conservateurs. Ces divisions étaient déjà présentes. Elles étaient déjà présentes sur les questions de l'avortement, par exemple, ou de divorce. Donc, depuis les années 70, le champ catholique est divisé. Parce que, comme tous les champs politiques, il y a différentes orientations, différents choix. Il y a les plus radicaux, les plus modérés, les plus ouverts, les plus fermés, etc. Donc, c'était déjà un champ divisé. Mais cet argument, un argument qui a fonctionné dans l'espace public, parce que aussi, ça renvoie
à un système de pensée hétérosexuel et hétérosexiste et hétéronormatif qui n'est pas seulement une question liée à une vision du monde religieuse, mais c'est une vision du monde social liée à ce système hétéronormatif qui défend la famille comme la seule union d'un homme et d'une femme vouée à la procréation, n'est pas quelque chose qui appartient seulement à une vision religieuse du monde, ça appartient au monde commun, au sens commun. Les questions de discrimination, d'homophobie, de violence sur les femmes, etc., n'a pas une justification uniquement religieuse, mais c'est aussi quelque chose qui relève de représentation sociale. Et donc, c'est évident que lorsque l'on parle d'une nature où les sexes seraient différents et complémentaires et qu'il n'y a que deux sexes et que le sexe détermine le genre et les rôles de genre et les expressions de genre, etc. C'est pas seulement un argument religieux, c'est un argument de sens commun qu'on peut entendre dans la rue, même par des personnes qui ne sont pas religieuses. Et bien sûr, ces deux systèmes de pensée, ils ne coïncident pas complètement, mais ils sont très proches et ils ont aussi des racines communes. Et cette scission, elle a fait ressortir les éléments les plus radicaux. Et donc, comme c'est un argument qui fonctionnait dans l'espace public, parce qu'il se rattachait au sens commun, aux normes sociales, aux normes hétérosexuelles, il a permis à ces franges plus radicales d'acquérir un rôle public qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'avaient plus. Donc, ils ne se sont pas divisés à cause de ces questions, mais grâce à ces questions, il y a eu une recomposition, une reconfiguration. Et donc, des acteurs qui étaient avant plus marginaux, donc les groupes catholiques plus radicaux, ont acquis une place publique qu'ils n'avaient pas avant. Non mais voilà, tu le dis toi-même, les catholiques intégristes et le Vatican, c'est personne. C'est une minorité. Ils sont vraiment pas nombreux. Oui, ça, en fait, là aussi, c'est un peu un faux argument, parce que c'est dans les questions, quand on parle de politique, c'est pas seulement les chiffres qui font les questions. Donc oui, ces groupes catholiques et ces groupes anti-genres, ce sont des groupes minoritaires. Ce ne sont pas des millions de personnes, même s'ils ont porté dans la rue un grand nombre de personnes à un moment donné, mais on le voit aujourd'hui, ils sont beaucoup moins. Mais il n'empêche que leur discours a été très fort, a été amplifié, justement par ce qu'on disait, c'est que cet argument de la nature, cet argument hétérosexiste, homophobe, transphobe, nationaliste, c'est un argument qui parle au-delà des cercles religieux. Et donc qui parle aussi à certains groupes politiques qui étaient opposés, par exemple, à la loi sur le mariage pour tous, donc par exemple les camps de la droite. Mais ça parle aussi à des gens à l'intérieur du camp politique qui soutient ces innovations, ces lois, le mariage pour tous par exemple, mais qui sont contraires à certaines questions, comme par exemple la question de l'adoption, de la PMA, etc. Les catholiques intégristes sont peu nombreux, mais ils ratissent large et ils ratissent dans les milieux nationalistes, xénophobes et racistes. On a vu que cet argument avait pu être repris par des groupes, des politiques, par des partis de droite et d'extrême droite qui, dans cet argument de défense de la famille traditionnelle, de la famille naturelle composée d'un homme et d'une femme et des enfants, avaient trouvé un bon argument pour rafraîchir le discours de défense de la nation, des frontières de la nation, contre les dangers qui viennent de l'extérieur. Et donc ces dangers ce sont les musulmans, ce sont les autres cultures, c'est l'Europe qui nous impose le mariage pour tous, qui nous impose la lutte contre les discriminations. Et donc, par exemple, il y a tous les partis qu'on appelle aujourd'hui populistes, souverainistes, nationalistes, qui existent en France, le Rassemblement national, Marine Le Pen, ou en Italie, la Ligue, ou les partis d'Orban en Hongrie. Donc, ces mouvements qui existent aujourd'hui en Europe et qui sont très forts politiquement, ont trouvé une convergence avec ces groupes
dans l'argument de défense de la famille, parce que défendre la famille, c'est défendre les racines et la tradition, c'est défendre la nation qui est fondée sur la reproduction familiale et sur cette cellule de base naturelle de la société que serait la famille. Donc à un moment donné, il y a eu une convergence et on le voit par exemple en Italie. Cet argument a servi dans les campagnes électorales pour toucher un électorat catholique, mais pas seulement, donc un électorat aussi plus modéré, qui dans cet argument de la défense de la famille, du mariage, des enfants, contre les abus des adultes qui vont intervenir, qui font naître des enfants sans père par la PMA par exemple, ont trouvé un argument de campagne électorale qui fonctionne pour l'électorat catholique, qui se reconnaît dans ces arguments en tant que catholique, en tant que personne religieuse, mais aussi pour tout un autre type d'électorat qui, même en n'étant pas religieux ou catholique, reconnaît la valeur de la défense de la famille en tant que défense de la nation du danger qui vient de l'extérieur. Reste à savoir si l'importance qu'a pu avoir le terme de théorie du genre dans le débat politique et médiatique est le signe d'un militantisme catholique à nouveau important et influent. Eh bien, pas forcément. On peut le lire, je crois, dans les deux sens. D'un côté, on le voit très bien que cette récomposition du champ militant catholique a permis de faire exister à nouveau un discours contestataire catholique dans l'espace public, qui s'était un peu éclipsé ou qui avait perdu de force. Donc d'un côté, c'est un processus de renforcement de cette parole catholique. En même temps, on peut le lire aussi d'une façon un peu plus large, comme un processus qui montre que ce discours catholique, il n'a plus de place dans l'espace public, que oui, il a une influence dans les décisions qui sont prises. Donc par exemple, un mariage pour tous sans PMA, un discours renvoyé, reconnaissance des couples par les unions homosexuelles et pas par le mariage, etc. Donc ça, un discours qui a une influence, mais qui en même temps se pose à l'extérieur du Parlement, à l'extérieur des espaces institutionnels. Et donc, c'est un symptôme d'un processus un peu plus large de sortie du religieux de la politique qui, en même temps, donne force aux discours plus radicaux, parce que ce sont les discours de défense et donc les discours identitaires les plus forts, parce que c'est au moment où on perd de pouvoir que ces groupes s'affirment de façon beaucoup plus radicale, parce que c'est un discours justement qui va dans le sens d'une défense identitaire. Donc c'est à la fois un renforcement de la parole catholique et des mobilisations catholiques, mais en même temps aussi un symptôme d'une perte de pouvoir de l'Église catholique, du discours religieux dans l'espace public et aussi peut-être de ces mouvements, parce qu'on le voit, ils ont eu un moment de grand poids en 2012, 2013, 2014. Aujourd'hui, ils sont encore présents, mais leur place, leur voix dans l'espace public, en France en tout cas, est beaucoup moins importante. Et si leur voix est moins importante, on peut se demander pourquoi ils prennent autant de place dans les médias. Mais ça, ce sera un autre épisode. Pour avoir tout le détail des références, des textes, des organisations, des associations catholiques qui ont œuvré pour la construction et la diffusion de cette soi-disant théorie du genre, allez feuilleter le livre « La croisade anti-genre » de Massimo Prearo et Sarah Garbagnoli. Camille est une trinité composée de Camille Regache, Diane Jean à la production et Solène Moulin à la réalisation. Et c'est un podcast de Binge Audio. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou à camille@binge.audio.